Je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième séance dédiée à l'orientation des jeunes qui sont inscrits essentiellement dans des conservatoires. Et l'idée de ces webinaires, c'est effectivement d'accompagner les lycéens dans leur parcours Parcoursup, bien sûr, mais également pour ceux qui souhaitent à certains moments, ceux qui se posent la question de la professionnalisation dans le domaine artistique. Alors, sachant qu'il est assez large, effectivement, et notamment, vous êtes là pour représenter un certain type de métier et une certaine variété de métiers dans le domaine artistique. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que pour l'organisation de la séance, c'est que on découpe en deux temps le, cette séance, avec tout d'abord la présentation de trois licences de musicologie, avec chacune leur spécificité, liée à des partenariats aussi, notamment. Et puis ensuite, on passera à une phase de questions-réponses avec nos intervenants. Et dans un deuxième temps, nous aborderons deux autres licences qui sont fondamentalement, qui sont pas fondamentalement différentes, mais qui interviennent dans d'autres cadres et d'autres domaines. D'une part, la licence de médiation culturelle et d'autre part, la licence art, qui sont deux autres propositions de formation. Donc, et à ce moment-là, on aura aussi une phase de questions-réponses. Et sachant que les deux dernières formations couvrent un champ artistique plus large, puisqu'elles dépassent largement le cadre de la musique et des musiciens. Et donc, c'est effectivement cela va couvrir aussi, s'adresser également aux comédiens et aux danseurs. Donc, je vous propose également de poser vos questions dans le fil Q et R plutôt que dans le chat, et de réserver le chat à effectivement des questions techniques ou des questions plus de difficultés de connexion ou autres. Pour ce qui est, donc là, je vais laisser tout de suite la parole. Donc là, la séance est enregistrée. Il y aura bien des replays qui seront proposés. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister aux deux premières éditions, celle du mois de décembre et celle de la semaine dernière, elles seront disponibles en replay alors, elles sont déjà disponibles en fait sur la chaîne YouTube de Fuse, et elles seront mises sur le site de Fuse. Donc, le lien sera plus facile à trouver dans quelques temps. Mais à la demande, on peut vous envoyer les liens déjà. Donc, je vais laisser tout de suite la parole en fait à Guillaume Bunel, qui va avoir la lourde tâche de débuter et de présenter la licence de musicologie, la plus grande licence de musicologie en termes de nombre d'étudiants, je pense, qui est celle de la Sorbonne. Et ensuite, nous aurons Lyon, puis nous passerons à Rouen. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs licences de musicologie en France, donc il y en a à différents endroits. Je laisse la parole à Guillaume Bunel. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, je voulais peut-être savoir si je pouvais partager mon écran éventuellement, parce que j'ai un petit diaporama. Si c'est pas possible, c'est pas grave, mais si ça l'est, ça m'arrangerait. C'est fait normalement. Oui, parfait. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran avec le diaporama? Tout à fait. Ok, parfait. Alors bon, je vais essayer d'être quand même relativement rapide, mais ça permettra d'avoir un petit support visuel sur la présentation. Donc, comme vous le disiez, effectivement, je vais présenter rapidement la licence de musique et musicologie de Sorbonne Université, donc qui est une formation musicologique généraliste, en fait, qui permet un certain nombre de débouchés, disons que permet une ouverture assez large en termes de débouchés. J'y reviendrai tout à l'heure, mais donc ça couvre à la fois tout ce qui est pratique musicale, enseignement, mais aussi médiation de la musique, organisation de concerts, administration de lieux culturels et autres.
Et c'est une formation qu'on pourrait décrire comme s'organisant sur 2 axes complémentaires, en fait, qui sont d'un côté l'étude de la musique sous un angle plutôt théorique et historique, donc c'est l'objet du premier point ici, avec par exemple des cours d'histoire de la musique, de théorie, de technique, d'analyse, d'écriture, etc. Une approche donc de la musique qui ouvre diverses perspectives à la fois techniques, à la fois en relation avec différentes sciences, l'acoustique notamment, la psychologie de la musique, etc. Avec d'emblée pas mal de spécialisations posées aussi dès la première année, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier angle. Et puis un second angle assez complémentaire de ce premier angle qui est les pratiques musicales, à la fois individuelles et collectives, donc pratique du clavier, pratique vocale également, individuelle, et puis aussi un certain nombre de pratiques collectives qui sont proposées aux étudiants en complément de leur formation instrumentale ou vocale personnelle, avec donc différents chœurs, des ensembles ou orchestres, un ensemble de jazz par exemple, un ensemble de musique médiévale, un ensemble de musique traditionnelle, etc. Donc différentes propositions comme ça collectives pour proposer des ouvertures aux étudiants. Alors, une question qui revient souvent de la part des jeunes étudiants ou des parents d'étudiants, c'est le problème de concilier une licence de musicologie généraliste avec la formation instrumentale ou vocale. Alors, je vais répondre tout de suite un grand oui à ceux ou celles qui se poseraient la question de savoir s'il est possible de concilier des études en conservatoire à un niveau élevé ou avancé, et puis une formation en musicologie. Donc c'est vraiment une formation qui est pensée pour être suivie en parallèle avec une formation instrumentale en conservatoire. Et un type complémentaire en fait de cette formation instrumentale ou vocale, c'est-à-dire de développer des savoirs, des compétences, des connaissances qui seront le plus possible, voilà, qui ne recouperont pas ce que les jeunes étudiants ou étudiantes ont travaillé ou travaillent encore dans le cadre de leur formation personnelle au conservatoire ou dans des écoles de musique. Alors, un petit point rapide peut-être sur les débouchés, ou en tout cas un petit aperçu sur les débouchés possibles au terme d'une licence de musicologie généraliste comme celle de la Sorbonne. Donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais évidemment, le premier... Guillaume, pardon, Oui. les diapositives ne défilent pas. Ah, alors ok, merci de m'avertir. Alors effectivement, des fois, si ça se passe comme ça Là, c'est bon. comme ça avec la page... Là, c'est bon, vous voyez? Ouais, ok, très bien, merci. Donc voilà, les débouchés. Bon, pour la diapositive précédente, vous n'avez pas raté grand-chose, hein, c'était à peu près ce que j'ai dit oralement. Donc je vais passer directement aux débouchés. Alors donc le point principal, évidemment, c'est tout ce qui est les métiers de l'enseignement, que ce soit de l'enseignement spécifiquement musical, donc avec le concours du CAPES et de l'agrégation, auquel la Sorbonne prépare aussi, mais aussi les concours de professeurs des écoles, par exemple, ou le DUMI, auquel la licence peut aussi être une préparation assez utile. Voilà, les métiers de la recherche, évidemment, puisque une licence de musicologie peut déboucher sur un master recherche, éventuellement sur un doctorat aussi, et donc permettre une orientation plutôt axée sur la recherche historique ou musicologique. Les métiers d'édition ou de l'édition musicale, évidemment les métiers de la création, du spectacle vivant, donc que ce soit le travail d'interprète, mais aussi tout ce qui relève plutôt de l'organisation ou de la gestion de spectacles vivants, de lieux culturels, etc. Donc voilà, interprète, agent, chargé de production, etc. Les métiers de la médiation, de la culture et de la communication, donc avec une formation en master médiation de la musique, peut-être je pourrais en parler rapidement tout à l'heure aussi, au terme de la licence. Tout ce qui concerne également l'administration et la gestion de la musique, enfin, donc là avec aussi un master qui est proposé à l'issue de la licence par la Sorbonne. Donc voilà, l'administration de salles de concert ou de spectacles, d'ensembles, de festivals, de labels, etc. Et puis enfin, la préparation à une carrière d'interprète, vocale ou instrumentale, où là aussi, on propose des masters d'interprétation ou de direction de chœur, ou encore d'analyse et création, auxquels la licence peut être une préparation. Alors, un mot peut-être, je ne sais pas si c'est utile que je revienne sur l'organisation du cursus, je vais le faire très rapidement parce que je pense que ce sera peut-être utile pour les autres panélistes après. Donc la licence, c'est un cursus qui s'organise donc sur 3 années,
et qui prépare au master éventuel qui peut durer, quant à lui, 2 ans la plupart du temps. Et donc, la Sorbonne propose différents parcours dans le cadre de licence qui donc durent tous 3 ans. Le parcours principal qui est le plus fréquenté en termes d'effectifs et sans doute le plus connu, qui est évidemment le parcours en musique et musicologie. Il y a également un parcours enseignement à distance qui était jusqu'à quelques années assuré en partenariat avec le CNED, mais qui désormais, depuis 2 ans, est entièrement pris en charge par la Faculté des Lettres. Donc, voilà, ça ne passe plus par le CNED, mais c'est une formation qui est entièrement gérée en interne, en fait, par notre plateforme numérique, donc avec différents supports de cours, des accompagnements, du tutorat, des cours individuels, etc., en visioconférence, et des supports de cours numériques, ou des supports vidéo, etc. Voilà, donc pour le parcours à distance. Et puis, alors, différents parcours de double licence ou des parcours en partenariat avec d'autres institutions musicales, qui sont donc d'abord les doubles licences sciences et musicologie et musicologie italien, qui sont donc en partenariat avec la faculté des sciences et l'UFR d'italien de Sorbonne Université, donc qui permettent au terme de cette formation d'obtenir une double licence sciences et musicologie ou alors italien et musicologie. Et puis enfin, donc les partenariats avec le pôle supérieur de Paris et Boulogne et avec le CNSMDP pour les étudiants ou étudiantes qui pourraient accéder à ces établissements supérieurs, qui eux donc débouchent sur un double diplôme également, une licence de musicologie et un DNSPM qui est donc donné par le pôle sup ou par le conservatoire supérieur. Alors, là aussi, un petit mot peut-être sur l'offre de master, mais je vais passer rapidement parce que c'est pas vraiment l'objet de la soirée. Mais donc, au terme de la licence de musicologie, une offre aussi qui est assez large et qui permet de concrétiser, disons, alors, donc, le master recherche, qui oriente donc là plutôt vers les métiers de la recherche musicologique ou historique en particulier. Les métiers de l'enseignement, donc évidemment avec le master MEF qui prépare au CAPES d'éducation musicale. Un module de préparation à l'agrégation, donc là encore pour les concours de l'enseignement. Les 2 masters dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'administration et gestion de la musique ou la médiation de la musique, donc qui préparent voilà, au métier de l'administration ou de la médiation. Et puis des masters qui sont plus orientés sur l'interprétation ou la direction, avec donc un master spécialisation direction de chœur, et puis un master d'interprétation des musiques anciennes qui se décline sous trois variantes en quelque sorte. Une déclinaison musique médiévale, une déclinaison donc avec des cours individuels d'instruments, des cours d'ensemble, des cours d'interprétation historique, etc. Voilà, qui peuvent aussi être, être une possibilité assez intéressante pour les jeunes étudiants en musique ancienne. Voilà, et puis donc un master analyse et création qui lui s'adresse aussi plutôt aux compositeurs ou aux analystes en devenir. Voilà. Alors, peut-être un petit focus sur le contenu des enseignements de licence. Alors, en première année, l'enseignement en licence à la Sorbonne, ça représente environ 20 heures d'enseignement par semaine, avec donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des enseignements plutôt théoriques, plutôt d'érudition, des cours d'histoire de la musique, de sciences humaines, d'acoustique, etc. Et puis des cours plutôt de pratique musicale, individuelle ou collective. Donc voilà, vous avez les intitulés là sous les yeux des principales UE, des unités d'enseignement d'une première année de licence en musicologie à la Sorbonne. Donc une partie d'enseignements fondamentaux avec des cours d'histoire de la musique, de sciences humaines, d'acoustique, de musique populaire actuelle. Donc il y a une petite ouverture aussi depuis quelques années sur les musiques actuelles, que ce soit les musiques rock, pop, etc., les musiques traditionnelles également, le jazz. Donc du point de vue historique, mais également du point de vue de la formation de l'oreille ou de la pratique musicale, dans la seconde UE par exemple, avec les cours de clés d'écoute et de formation auditive. Donc voilà, cours de pratique du clavier, pratique collective, des cours ensuite pour la troisième de théorie et d'études des langages musicaux, analyse, commentaire d'écoute en particulier, écriture et harmonisation au clavier.
Et puis enfin, des cours dans les enseignements transversaux et optionnels qui sont, disons, qui permettent un enseignement un peu plus à la carte pour les étudiants, avec en particulier donc des choix de langue vivante, évidemment, et puis aussi, plus intéressant, des choix d'ensemble ou de spécialisation musicologique, en particulier dans la dernière UE, avec des cours qu'on appelle chez nous domaine musicologique, des cours qui permettent aux étudiantes et aux étudiants de se spécialiser dès la première année, ou disons plutôt de s'orienter vers les sujets qui les intéressent en priorité, selon l'offre qui est donc proposée chaque année à la Sorbonne, qui couvre un assez large éventail de disciplines, que ce soit sur les musiques dites classiques, donc l'opéra au XIXe siècle, la musique russe au XXe siècle, etc., mais aussi sur les musiques traditionnelles, sur les musiques actuelles, donc avec par exemple des cours d'enregistrement en studio, des cours d'interprétation de chansons, des cours de musique traditionnelle, etc. Pardon. Donc voilà, une assez large offre aussi qui permet, dès les premiers semestres de la première année, d'avoir un petit plus, disons, qui permet aux étudiants de tout de suite s'orienter davantage, d'esquisser une spécialisation immédiatement au début de la licence. Donc quelques petits exemples ici sur cette diapositive de spécialisation. Donc voilà, opéra au 19e, organologie médiévale, rythme de tradition orale pour les cours de musique traditionnelle par exemple, des cours sur le son au cinéma, sur les techniques de studio, ethnomusicologie, jazz, etc. Ou alors aussi des cours qui préparent par exemple au métier d'enseignement, avec en particulier des cours de musique, d'initiation à l'éveil musical, etc., des choses comme ça, ou des cours de direction de chœur, par exemple. Alors, une chose importante, c'est les modalités d'admission au sein de la licence de musicologie, quel que soit d'ailleurs le parcours choisi, que ce soit le parcours musique et musicologie, ou alors le parcours à distance, ou les différents parcours en partenariat, par exemple avec la Fac des Sciences ou l'UFR d'italien, quel que soit votre parcours, le parcours qui pourrait vous intéresser. Donc, les étudiants doivent passer un petit test d'entrée qui a lieu a priori en distanciel, donc sur Zoom. Les horaires définitifs ne sont pas encore fixés, mais sera normalement lieu entre le 21 et le 23 avril prochain, en distanciel donc. Et donc c'est un petit test qui couvre, enfin, qui teste, disons, des compétences à la fois musicales et techniques, donc des reconnaissances, par exemple, de cadences, d'intervalles, de fragments musicaux, de styles, etc. Quelques petites questions de culture générale ou de rédaction très simples. Et voilà, donc si vous le souhaitez, il y a un petit exemple de test qui est disponible normalement en ligne sur la page de l'UFR. L'adresse, je vous la donnerai un petit peu plus loin, qui permet voilà, d'avoir un petit aperçu du type de questions qui pourront tomber le jour J, et puis voilà, de se confronter une première fois au déroulement de ce test avec un temps limité pour chacune des questions, etc. Des QCM, des choses à cocher sur l'interface. Bien. Voilà, donc les lieux d'enseignement, c'est ici au centre Clignancourt, donc au nord de Paris, dans le 18e arrondissement, métro Porte de Clignancourt. Tous les cours ont lieu sur le même site ici, que ce soit les cours d'orchestre ou les cours pratiques. Tout a lieu au même endroit. Et voilà, donc le lien vers le test d'entrée est celui-ci, donc avec la page de l'UFR de musique et musicologie sur la page de la faculté des lettres de la Sorbonne, avec donc une inscription obligatoire sur Parcoursup et donc une convocation normalement automatique à partir de l'inscription sur Parcoursup. La filière étant effectivement en accueil, avec une capacité d'accueil limitée, il y a ce petit test donc, qui permet de filtrer un tout petit peu l'entrée, mais pour des étudiants ou étudiantes de conservatoire, en général, c'est vraiment une formalité, ça ne pose pas de difficultés particulières. C'est juste un petit sésame de commencer l'année dans de bonnes conditions. Voilà, je pense que pour ce qui me concerne, j'ai fait quasiment le tour. Voilà, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, différents types d'exercices pour ce test.
Sur l'adresse que je vous indiquais tout à l'heure, il y a aussi les annales du test avec d'autres, voilà, les questions qui ont été posées les années précédentes. Et puis, si vous êtes intéressé, je vous invite également à consulter la page Facebook de l'UFR, sur laquelle vous trouverez aussi des informations. Alors, elle n'est pas encore très à jour, je crois, en ce moment, mais elle le sera très prochainement. Et les informations sont communiquées aussi par ce canal. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention et pour ma part, j'ai terminé en ce qui concerne l'UFR de musicologie. Merci Guillaume, et on va enchaîner tout de suite en fait avec Lyon pour avoir une autre, je veux dire un autre exemple de licence de musicologie et qui est avec une proximité importante avec le champ de l'éducation et la formation des enseignants. Donc je laisse la parole à un duo, Fernando et Sabine. Bonjour, alors je vais essayer de partager mon écran aussi, parce que j'ai préparé un petit diaporama. Voilà. Oui, il y a plein de choses là. Est-ce que vous voyez? Oui, elle n'est pas en plein écran, mais oui, on voit bien la présentation. Et alors, si je fais comme ça fonctionne ou pas? Ça défile ou pas? Il faut peut-être attendre un petit peu, mais oui, ça y est. Voilà, bon. C'est bon. Alors, donc, je vais essayer d'être aussi brève que Guillaume Bunel, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de vous montrer à la fois la licence et puis ensuite d'aborder un des masters que nous proposons au département de musique de Lyon 2, en duo avec Fernando Segui, qui est enseignant à Lyon 1 et à l'INSPE, qui fait partie de l'INSPE qui intègre Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 par rapport à la formation des enseignants. Donc, au niveau du contenu de la licence, on va rejoindre la présentation proposée par Guillaume Bunel par rapport au contenu. Donc là, j'ai mis en évidence les 3 points qui sont forts, les 3 axes qui sont forts dans cette licence: la pratique musicale, donc la formation à l'oreille, à l'écoute, à l'écriture, la partie musicologique, histoire de la musique, esthétique, et une grande place aussi à la musique actuelle. Et puis, une place importante à la création musicale, parce qu'on a des pratiques musicales en petits groupes et des ateliers de création en improvisation. Donc, à partir de cette année 2022, septembre 2022, nous changeons de licence d'accréditation. Donc, nous revenons à une licence un peu plus traditionnelle, puisque jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle un portail art, qui proposait une première année assez pluridisciplinaire. Donc, cette fois, on revient sur une licence plus axée tout de suite sur la musique et la musicologie. Les 2 premières années, nous n'avons pas de spécialisation particulière. La spécialisation se fait surtout à partir de la 3e année avec 3 parcours qui sont parcours musique et enseignement. Et donc, je vous ai mis les possibilités qui peuvent amener après cette 3e année de licence, donc le master MEF, mais pas seulement. Ça peut préparer au concours d'entrée pour le CFEDEM, au CFMI pour rentrer en tant que mixte ou pour passer un master. Nous avons le parcours musique et images qui est très important, puisque nous avons le master MAV qui a une renommée assez qui déplace un peu le territoire français, puisque c'est un master musique appliquée à l'audiovisuel. Et puis un parcours musique et médiation qui amène donc soit au master recherche MFA, soit au master des pratiques musicales, transmission et développement local, donc plus axé sur la territorialité et qui est en lien avec le DUMI.
Donc, les étudiants peuvent à la fois passer le DUMI et à la fois passer ce master, et ce qui leur permet d'avoir eh bien, 2 diplômes différents, mais qui leur permet d'avoir une vision plus précise du territoire dans lequel ils vont exercer. Et je précise aussi donc, que ce master est en musique, en collaboration. Et le CFMI aussi essaie de proposer une passerelle avec le CFEDEM, donc pour justement permettre à la fois aux musiciens détenteurs du DE de peut-être aussi avoir un DUMI pour avoir une plus grande pluralité de professions, voilà, au niveau professionnel. Voilà. Noter partenariat avec le CRR de Lyon, le CNSM, puisque des étudiants du CNSM viennent suivre un module de licence 3e année, donc le CFNMI et puis l'INSPE. Alors, j'avance rapidement. Donc, en fait, contrairement à la Sorbonne, nous n'avons pas enfin, on a un nombre limité de places, mais on accueille tout le monde. Il y a un test, c'est un test de positionnement que je ne dis pas test d'entrée, ce n'est pas un concours d'entrée, c'est-à-dire qu'on accepte tout le monde. Et c'est un petit peu la spécificité du département à Lyon 2. Et c'est aussi la richesse parce qu'on accueille autant des autodidactes que des musiciens du conservatoire et des écoles de musique. Et si bien qu'on va proposer, à l'issue de ce test, pour les personnes qui sont vraiment en très grande difficulté au niveau technique, justement, on va proposer une année je vais plus vite, voilà, un cursus aménagé qui s'appelait autrefois APEM, et qui va être une remise à niveau intensive de toute la partie technique, solfège, harmonisation, analyse, mais aussi voix. Donc, ils vont participer au chœur. Et puis, également, il y a une partie pratique qui est très importante. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on demande, je reviens un petit peu sur les spécificités. Ce qu'on demande surtout, c'est que les étudiants qui souhaitent, enfin les lycéens qui souhaitent venir au sein du département de Lyon 2, ce soit avant tout des praticiens autodidactes. Et puis ensuite, eh bien, on essaie de faire notre mieux pour les aider à avancer au cours des années. Alors, donc, il y a 3 spécificités finalement au sein du département. Donc, le cursus aménagé pour les musiciens autodidactes et une autre spécificité, c'est la licence aménagée de musique et musicologie qui est donc là j'avance, qui est une convention qui a été établie entre le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon et l'Université Lyon 2 depuis à peu près 5 ans et qui propose donc un aménagement des cours afin que les étudiants puissent continuer à pratiquer leur instrument et en même temps à suivre une licence de musicologie à Lyon 2. Voilà. Alors là, par contre, cet accès se fait par concours. Il y a un dossier à déposer jusqu'au 10 mars. Vous trouverez tout cela, je n'ai pas mis le lien, mais je peux le mettre. Vous trouvez tout cela sur le site donc, du CRR de Lyon. Le niveau minimum, en tous les cas, attendu, c'est un niveau de fin de 2e cycle ou une entrée en 3e cycle. Et donc, les étudiants suivent en fait, ont des UE qui sont substitués, c'est-à-dire que certaines UE, au lieu de les avoir sur le département de musique, ils les... Par exemple, il y a aussi la formation musicale, l'écriture et l'analyse qui sont proposées directement par le CRR. Donc, ça évite les doublons. Je ne m'éternise pas parce qu'ensuite, j'ai des collègues qui vont
en parler aussi. Alors, il y a un autre élément qui est important, alors je pense qu'on n'aura pas le temps d'écouter, c'est la pratique de création en licence qui est très importante et qui va nous permettre ensuite de faire le lien avec le Master MEF, puisqu'on a dans chaque année de licence, on a le projet avec les lycéens, puisque au lycée, il y a cette partie au niveau des spécialités et de l'option, surtout de l'option. Le projet musical a une place importante. Et donc, nous poursuivons ce travail en première, deuxième et troisième année en étant très ouverts sur l'aspect création, créativité des étudiants. Et le fait que nous ayons des autodidactes et des gens très expérimentés au niveau instrumental, c'est particulièrement ce qui fait que même les étudiants qui sont au conservatoire font déjà de la médiation, puisqu'en fait, ils s'adaptent aussi avec l'école, les étudiants qui pratiquent moins la musique écrite. Donc, pour eux aussi, c'est un apport riche. Voilà, donc là, je ne peux pas proposer une partie musicale, mais attendez, hop, je vais échapper. 30 secondes. Voilà, donc en fait, on n'est pas du tout dans la musique de chambre, hein, on est vraiment dans la création proprement dite. Et en fait, c'est un moyen pour nous depuis 2019, on est labellisé Cordée de la réussite puisqu'on fait un lien avec le lycée par ce biais-là. Voilà, donc je vais vite. Et je passe à la partie master, voilà. Alors, attendez, j'essaie de refaire un truc. Ça fonctionne ? Donc, avec Fernando ici présent, je vous présente rapidement le master enseignement éducation musicale et chant choral, qui est une formation en 2 ans qui va préparer au concours du CAPES ou du CAFEP. Hein, parce que le CAFEP, c'est le concours privé et le CAFEP, j'ai bien dit dans le bon sens, c'est le concours public. Voilà, donc ce concours a été déplacé en 2e année et c'est d'ailleurs la première année que nous avons la nouvelle formule du concours. Alors, les spécificités de la formation du master au sein du département Lyon 2, c'est la partie prac qui est très importante, qui est alliée à la partie technique et la partie didactique. Et puis, on a en fait une équipe qui est très plurielle, avec donc enseignants de l'Université du Lyon 2, des formateurs de l'INSPE, des enseignants du second degré qui sont en poste en collège, des formateurs académiques du second degré. On va aussi travailler avec le CFMI pour faire un lien entre le premier degré et le second degré. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un croisement disciplinaire et didactique et puis un croisement des pratiques. Voilà. Peut-être que Fernando, tu peux rajouter des choses par rapport à cette partie master. Après, moi, je peux montrer un petit peu si ça veut fonctionner. Oui, voilà. Donc là, ça, c'est les différents blocs qui vont spécifier un peu les différentes entrées autour de l'enseignant. Alors, en fait, le public que nous avons, on a des étudiants qui ont justement fait des années d'études au conservatoire et puis en licence de musique. On a des gens qui viennent justement du cursus aménagé d'APEM et qui sont à présent en master MEF. C'est très divers, voilà. On a des gens qui ont fait le CNSM et qui ont travaillé beaucoup dans la composition de musique à l'image, d'autres qui viennent du CFEDEM, voilà. C'est un public qui est assez varié et je pense que c'était important aussi de présenter cette voilà, qui sont plus dans les conservatoires, cette optique-là, elle n'est pas forcément en vue dans leur esprit, mais voilà, il faut l'avoir à l'esprit qu'elle existe. Fernando, tu veux rajouter des choses? Exactement. C'est vrai que dans les métiers liés à la musique, on a plein de représentations.
La question de l'enseignement, c'est quelque chose qui est vif aussi, hein, la dimension. Un nombre d'organismes, hein, qui travaillent la question de l'enseignement de la musique. On a parlé du CFMI, on a parlé du CFEDEM. Bref, la question de l'enseignement de la musique est absolument important. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, dans le Master MEF, on a finalement plusieurs axes, plusieurs priorités, on va dire. La première priorité, c'est bien sûr d'aider et d'accompagner les étudiants à se... Qu'est-ce que ça veut dire qu'être enseignant à l'école publique, s'adresser à tous les enfants. Qu'est-ce que c'est que faire de la musique à destination de tous les enfants, tous les élèves qui fréquentent les collèges. Donc c'est vraiment une question essentielle, et donc l'engagement dans les métiers de l'enseignement, justement, que ce soit l'école publique ou privée, c'est aussi cette dimension de s'engager, en tout cas, à s'adresser à tout le public de différentes façons. Donc, il y a cette première entrée, projection dans le métier. Une seconde entrée, c'est aussi de se poser des questions et de travailler la question de ce qu'on entend par pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'enseigner à destination des élèves, justement, et comment on va pouvoir s'y prendre. La troisième dimension, c'est aussi continuer l'enrichissement et puis la formation musicale, qui est essentielle. On ne peut pas enseigner sans continuer d'avoir une posture un peu de curiosité, de recherche musicale. La question qui est autour de comment on se prépare finalement à enseigner et comment on passe les différentes étapes, et notamment la question du concours de recrutement. Donc, on forme bien sûr à ce concours de recrutement qui est le CAPES, de façon justement à pouvoir professionnaliser petit à petit les étudiants, et qu'ils puissent justement enseigner et prendre plaisir c'est ce qu'on essaye en tout cas de partager et de transmettre, le plaisir justement d'enseigner aux élèves, que ce soit en collège public ou privé, peu importe. C'est cet apport, en tout cas cette interaction avec les élèves, qui est tout à fait féconde. Peut-être sur la partie, alors Sabine a évoqué le point fort de ce qu'elle appelait track, donc juste pour détailler, dans l'accompagnement justement de l'entrée, on propose en première et en deuxième année ce qu'on appelle donc des pratiques accompagnées, c'est-à-dire du travail en amont de la classe. On prépare ensemble avec les étudiants, puis on va dans des classes de collègues qui nous accueillent, et puis les étudiants travaillent avec les élèves. Donc on a une entrée progressive dans le métier à travers différentes situations de stage, dont ce stage de pratique accompagnée, ce qui est quand même assez essentiel pour entrer dans le métier le plus sereinement possible. Merci à tous les deux. Sans transition, on va sauter directement de Lyon à Rouen. Oui, on n'a peur de rien. Un troisième modèle ou une troisième façon, je veux dire, d'organiser aussi ce lien entre le conservatoire et la licence de musicologie, donc les études supérieures, c'est le système proposé par Rouen, qui est la licence d'interprète. Donc là, qui est une intégration encore plus poussée entre les deux structures. Donc je laisse Johan et Clément, donc Johan étant à l'université et Clément étant au Conservatoire de Rouen, au CRR de Rouen, présenter ce parcours. Merci beaucoup, Clément, pour la partie qui est plus propre aux études au conservatoire. Pour ce qui est de ma part, donc, je suis le directeur du département de musicologie de l'université de Rouen. Il faut comprendre que cette licence interprète dont je vais parler dans quelques moments, c'est
C'est un des 3 parcours de notre licence de musicologie. Je ne reviendrai pas sur les détails qui ont été développés par mes prédécesseurs, parce que évidemment, on a à peu près les mêmes parcours et les mêmes objectifs pédagogiques. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous dire qu'il y a 3 parcours. Donc, on a un parcours général qu'on appelle musique et musicologie, qui est orienté plutôt vers le MEF, la préparation du concours, et puis voilà, donc pour devenir professeur de musique au collège. Et puis, nous avons un parcours métier du son, qui est un parcours assez particulier, puisqu'en fait, il est coporté par l'UFR de lettres et l'UFR de sciences. Et donc voilà, on a un parcours dans lequel on a en gros 30% de musicologie, 30% de sciences, mathématiques, physique, électrocinétique et compagnie, et 30% de formation sur le son, la sonorisation, etc. Un parcours qui oriente vers la préparation des concours dans les grandes écoles. Et puis enfin, donc, le 3e parcours, qui est le parcours interprète. On appelle ça licence interprète également, que je vais présenter maintenant, sans m'attarder sur les 2 premiers. Vous avez un lien, je juste partage 2 secondes parce que je n'ai pas prévu de PowerPoint, mais je vous mets sur Internet, on a une page. Si vous tapez, alors il ne faut pas aller sur le site de l'Université de Rouen parce que c'est difficile de trouver la page, mais si vous tapez département musicologie Rouen, vous tomberez sur cette page qui vous donne toutes les informations sur notre département, notamment les guides ici qui se trouvent donc, pour la licence et le master. Voilà, et puis un certain nombre d'informations. Je reviendrai après peut-être là-dessus, mais l'historique un peu rapidement de cette licence interprète. Alors c'est un partenariat, j'ai envie de dire même le premier partenariat de cette licence est en 2007 entre l'Université de Rouen et le seul CRR de Rouen. Au départ, on était un partenariat entre 2 institutions. Alors, en fait, on pourrait parler de pôle sup primitif, en fait, parce qu'on a anticipé un peu la fondation des pôles sup, mais pôle sup que nous n'avons jamais été. On a demandé une habilitation, bien sûr, plusieurs fois. On a essayé de structurer ça en pôle sup, et puis finalement, les relations entre la DRAC, le ministère, tout ça, ça a été très compliqué. Puis finalement, on n'a jamais obtenu l'habilitation, la fameuse habilitation. Donc, on est licence interprète depuis le début. On fonctionne de la même manière. Et c'était ça dès le début, ça l'est encore en fait pour le conservatoire, mais Clément complétera. En fait, c'est le perfectionnement pour le conservatoire de Rouen. C'est la poursuite d'études après le DEM. Il n'y a plus d'autres poursuites d'études, je crois, au conservatoire de Rouen, et les étudiants s'inscrivent en licence interprète. J'ai dit une bêtise, Clément. Et pour le petit complétera après, mais en tout cas, c'est possible que Mais en tout cas, je crois que les étudiants qui souhaitent poursuivre sont invités à s'inscrire en licence interprète pour pouvoir poursuivre avec leur enseignant au conservatoire de Rouen. Tu me corrigeras tout à l'heure, Clément. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des étudiants, des interprètes diplômés, faire des interprètes diplômés, c'est-à-dire non plus des interprètes qui avaient un niveau bac plus 0 et avec un très haut niveau musical. Et l'idée, c'était de pouvoir les inviter à ce qu'ils s'inscrivent dans un parcours universitaire afin qu'ils puissent sortir au bout de 3 ans avec une licence, un bac plus 3 ou voire un bac plus 5, etc. Donc, ce qui permet, je pense qu'il y a différents avantages dans une carrière de musicien. Le deuxième point sur l'historique, c'est que le conservatoire de Caen, donc en fait, on est actuellement en partenariat avec les 2 CRR de la région, Rouen et Caen. Et puis en 2017, le partenariat s'est encore étendu vers un CRD de la métropole rouennaise, donc Grand Couronne, CRD de Grand Couronne qui est plus spécialisé chez nous dans les musiques actuelles. Et bien entendu, en 2017 également, un partenariat vers aussi le CFEDEM de Normandie. Voilà, donc aujourd'hui, la licence interprète, donc c'est l'Université de Rouen, CRR, un CRD et le CFEDEM. Alors rapidement, pour le recrutement dans cette licence, alors tout d'abord, bien sûr, comme dans toutes les licences à l'université, c'est une sélection sur Parcoursup. Les candidats s'inscrivent sur Parcoursup.
Et sur Parcoursup, on a un niveau requis qui est minimum, qui est d'avoir le DEM. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas rentrer en licence interprète sans avoir un DEM complet. Et aussi, ça ne suffit pas puisqu'en fait, les places sont limitées, étant donné que nos partenaires ont des places limitées pour accueillir ces élèves. Donc, il y a une audition également qui est proposée au mois de juillet. On auditionne donc des candidats rouennais, cannais, mais également d'autres régions de France, et puis aussi des étrangers que l'on reçoit ou pas en fonction de leur niveau. Cela constitue une cohorte environ 10 à 20 étudiants par an, hein, qui sont répartis entre la première et la troisième année en fonction de leur niveau universitaire et leur niveau musical. Et bien entendu, comme partout à l'université, la VAE est possible, hein, et c'est à ce titre d'ailleurs que souvent nous recevons des étudiants étrangers du Brésil, du Costa Rica, etc., qui ont déjà un parcours universitaire de Bac+3, voire Bac+5, qui l'on donne un certain nombre d'équivalences. Et voilà. Et ils viennent ici souvent d'ailleurs pour aller chercher un professeur au Conservatoire de Rouen, réputé. Voilà. Également, nous avons un système d'équivalence et de validation d'acquis, puisque les étudiants français, par exemple, je citerai le cas d'une étudiante, alors qui n'est pas en licence interprète, mais qui était à l'université d'Evry. Elle est venue chercher une professeure en particulier au Conservatoire de Rouen, professeur de flûte à bec, et bien entendu, comme elle avait déjà validé 2 années à Evry, elle est rentrée directement en L3 chez nous pour pouvoir suivre ses cours au Conservatoire de Rouen. Et puis, il y a d'autres formules comme ça. On a des étudiants qui ont leur DEM en milieu de licence générale et ils sont revenus en première année en licence interprète, mais on leur a donné évidemment toute la partie musicologie. Voilà, pour le recrutement. Pour les poursuites d'études, eh bien, en fait, cette licence prépare surtout à l'entrée en conservatoire supérieur, voire en pôle sup, mais également dans des écoles à l'étranger. On a beaucoup d'étudiants qui sont partis dans des Hochschule en Allemagne, etc., dans d'autres écoles en Angleterre. Euh, et bien entendu, comme c'est l'avantage d'être dans le circuit universitaire, un étudiant qui sort avec une licence interprète peut également, s'il le souhaite, abandonner l'interprétation et se réorienter vers les métiers de l'enseignement. Donc, ça peut être un MEF premier degré pour devenir professeur des écoles ou un MEF second degré pour devenir professeur au collège, voire poursuivre un master recherche. On a eu une étudiante comme ça qui a fait un master interprétation. C'est une violoncelliste professionnelle, donc elle fait un travail historique et puis qui a lié sa pratique en tant que professeur et interprète. Et puis, bien entendu, c'est qu'elle débouche, grâce à notre partenariat avec le CFDM, vers la préparation du DE pour devenir professeur d'instrument. Voilà. Et enfin, et là je vais donner la parole à Clément, la répartition des enseignements dans cette licence interprète. Je vais vous montrer juste un exemple que vous pourrez compléter ensuite sur Internet. En gros, c'est 40% de musicologie et 60% de pratique en conservatoire. Et je partage juste ça pour donner la parole à Clément. Vous trouverez en cliquant sur ce lien licence ici, un guide voilà, que vous trouverez ici. Et vous avez le détail de la maquette, comme on dit, parcours musicien-interprète, dans lequel, vous voyez, par exemple, ce premier semestre, on voit en rose, enfin en violet, la partie musicologie donnée à l'université, et puis tout le reste, CRR, donné au conservatoire. Là, voilà, donc vous avez les enseignements. Et avant de donner la parole à Clément, je voudrais juste te dire que, comme à Lyon, nous avons une nouvelle maquette qui va se mettre en place à partir de la rentrée, donc nous y travaillons actuellement. Bon courage, Lyon. Et puis, et bien entendu, nous avons également une JPO, donc une journée portes ouvertes, le 26 février 2022. Donc, en vous rendant sur le site, il y aura des liens pour vous connecter parce que c'est des journées portes ouvertes qui seront à la fois en présentiel à l'Université de Rouen et puis également en distanciel. Donc, vous pourrez
en L1. En licence 1, c'est à peu près un tiers, 2 tiers. Un tiers musicologie, université, 2 tiers fac, 2 tiers conservatoire, pardon. Donc, il s'agit surtout de la culture musicale. En fait, il y a 2 cours de culture et la langue, puisque ça fait partie un peu de la richesse de ce parcours-là. C'est ce qui le différencie en grand des parcours CPES, où en fait, il n'y a pas cet accent qui est mis sur la langue, ce qui est fort dommage. Mais vu que c'est circonscrit au conservatoire, voilà. En tout cas, dans les maquettes qui ont été dont on a eu les crédits pour les CPES, les langues n'apparaissent pas. En licence 2, ça passe à un quart université, 3 quarts conservatoire, et on passe quasiment à 1/10, 9/10 quand on arrive en L3. J'ai essayé de regrouper, alors évidemment, dans les réflexions par rapport aux maquettes. Donc, j'ai essayé de découper toutes les maquettes pour refaire des choses en imaginant qu'un étudiant puisse se dire, bon, qu'est-ce qui est proposé à Mont-Saint-Aignan, à Rouen. Donc, pour ce qui est de la pratique, on va dire, instrumentale, on a à peu près 180 heures de cours par an. Donc, ça correspond à la pratique instrumentale, individuelle, pratique collective, musique de chambre, piano complémentaire aussi pour tout le monde, et aussi une discipline associée. Alors, discipline associée, ça peut être faire du violon baroque pour un violoniste, mais ça peut aussi être apprendre à faire une basse continue, ça peut être faire un atelier de jazz. On a aussi des musiques traditionnelles, beaucoup d'ateliers de musique traditionnelle, tradition orale. Les musiques actuelles, du clavecin, de la pratique de chœur, voilà, tout ça, ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire. Ensuite, pour ce qui est de la partie qu'on pourrait appeler érudition, c'est tout ce qui est en plus de la culture musicale qui est enseignée à l'université. C'est un cours de pure culture au conservatoire qui se transforme en analyse, en écriture, en composition. Donc ça représente assez peu d'heures en L1. C'est 24 heures de cours, mais il y a quand même énormément de travail personnel à fournir. Voilà, c'est surtout là que l'élève va progresser, comme un instrument d'ailleurs. En L2, c'est un peu moins de 100 heures. Je parle sur une année, pas sur un semestre. Et en L3, on passe carrément à 120 heures. Voilà. Et ensuite, il y a tout un volet L1, L2, L3 qu'on peut appeler à la fois, qui démarre en tout cas en L1 avec un intitulé qui est Ouverture aux langages musicaux et qui se termine en L3 par un stage. Donc, on pourrait appeler ça Ouverture et découverte du milieu professionnel. Donc là, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de choses différentes. Je ne vais pas vous faire le listing de tout ça, mais en gros, on propose des actions qui participent à des actions pour les ouvrir aux différents langages artistiques. C'est à la fois théâtre, musique, danse, cirque, photo, art plastique, art contemporain, art appliqué, cinéma. Voilà. Il s'agit pour eux de les emmener le plus loin possible dans la transversalité artistique, puisque pour la plupart de ces interprètes, c'est ce qui les attend dans le monde réel. Il y a beaucoup d'ateliers de préparation à la scène aussi, à la fois avec les enseignants d'art dramatique, mais aussi les enseignants de danse. Donc, ils suivent ça. Évidemment, découverte du milieu professionnel, donc mise en situation, stage. Là, il y a beaucoup de choses qui se construisent avec le CFEDEM et qui seront encore plus enrichies quand on sera sur les nouvelles maquettes. Il s'agit aussi pour nous de les mettre en relation avec des gens qui travaillent sur la diffusion, que ce soit des programmateurs, des attachés de prod, des tourneurs, des techniciens, parce qu'il y a aussi tout le côté un peu technique de la scène qui est artistique et culturel, les actions, enfin tout ce volet-là qui fait partie du métier, bien au-delà de savoir de quoi on parle et de ce qu'on joue. Et ça finit aussi au 6e semestre avec une conduite de projet artistique. Et c'est quelque chose qui regroupe un peu. On peut y mettre ce qu'on veut. L'idée, l'idée pour nous, c'est qu'ils puissent partir avec ça en ayant un outil fini pour qu'ils puissent aller développer son propre projet, qu'il soit interprète ou qu'il veut travailler autour de la musique ou dans l'enseignement. Voilà, il a une espèce de chose clé en main qui a été accompagnée et construite en collaboration avec tous les enseignants de la fac et du conservatoire.
C'est tout ce dernier volet-là, ouverture et on va dire insertion professionnelle, ça représente 110 heures la première année, un peu moins 90 heures la deuxième année et plus que 60 heures la troisième année. Voilà. Sinon, pour l'érudition, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est 24 heures la première année, 96 heures la deuxième année et 120 heures la troisième année. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Johan, tu peux me dire si j'ai oublié des choses? Je vous propose qu'on passe aux questions parce qu'en fait, on a encore 2 licences. Et la musicologie est, comme souvent, assez finalement se développe fortement. Alors, j'ai 2 questions quand même qui se rejoignent pour la Sorbonne. 2 questions sur le fait que est-ce que ces parcours peuvent être faits à distance ou pas? Est-ce que tous les parcours ou est-ce que c'est spécifique à un seul des parcours, l'enseignement à distance? Donc, c'est moi ce que j'avais compris hein, dans l'exposé. Donc, effectivement, tous les parcours proposés par la Sorbonne ne sont pas accessibles à distance. Il y en a un spécifiquement. C'est ça, voilà. Il y a vraiment un parcours spécifiquement prévu pour être suivi à distance, qui peut éventuellement, après, selon les cas, évidemment s'adapter au profil de l'étudiant ou de l'étudiant. Ça dépend après si c'est, par exemple, quelqu'un qui a déjà suivi des études supérieures longues, ou si quelqu'un qui a une formation ou une carrière d'instrumentiste derrière lui, par exemple, on peut envisager, par exemple, des validations ou ce genre de choses, mais en principe, c'est vraiment effectivement un seul parcours. C'est pas un dispositif qui est applicable, par exemple, aux double licences ou au partenariat avec le pôle sup, etc. Autre question qui s'adresse à la Sorbonne aussi, mais qui pourrait s'adresser aux autres. Est-ce qu'il y a possibilité d'aménager la première année de manière à la faire sur 2 ans pour pouvoir laisser suffisamment de place à la pratique? Alors, excusez-moi, moi, ça a coupé, en fait, j'ai pas entendu le début de votre question. Oui, je dis, est-ce qu'il y a la possibilité de faire la première année sur 2 années? C'est-à-dire de s'adapter de manière à pas avoir 20 heures de cours, mais effectivement, plutôt 10 heures. Bien sûr, oui. Alors, à la Sorbonne, c'est possible, bien sûr. On peut donc proposer des étalements d'études, par exemple, sur 2 ans ou davantage. Voilà, oui, c'est possible. Une question qui s'adresse aux 3 licences, je pense, qui sont, et notamment, enfin surtout Rouen apparemment et Paris, la question de quels sont les protocoles mis en place pour accueillir les étudiants porteurs de handicap, type autisme, etc., ou troubles de l'attention. Vas-y, Guillaume. Merci. Oui, alors chez nous, on a effectivement une cellule qui s'occupe d'accueillir les étudiants en situation de handicap. Donc, après, c'est géré au cas par cas, en fait, selon la situation de l'étudiante ou de l'étudiant. Je sais qu'on a une étudiante confrontée à ce genre de situation et ça se passe très bien en général. Voilà, c'est des démarches qui peuvent être un peu longues parce que ça passe par la médecine de l'université, etc. Il y a un responsable du handicap aussi au sein de l'UFR, mais on est tout à fait en mesure et prêt à accueillir évidemment des étudiants, toutes des étudiants dans ce cas-là. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Enfin, en tout cas, il y a des dispositifs qui existent bien sûr pour l'accueil. Nous-mêmes, à Rouen également, on a une cellule handicap. Je crois que c'est une obligation en fait, dans toutes les universités aujourd'hui. C'est ça. Donc voilà, tous les ans, on a des étudiants en situation de handicap. On a des autistes. Cette année, on a un étudiant autiste et aveugle, par exemple. Donc, il est accompagné tout un protocole d'accompagnement pour l'amener jusqu'aux salles de cours avec un étudiant qui est payé pour le diriger dans l'université. Voilà, on a des accompagnements. Alors après, on n'a jamais eu d'étudiants en situation de handicap dans le cadre du partenariat, plus précisément de licence interprète. Ces étudiants que nous avons en situation de handicap sont dans les 2 autres parcours.
On est bien d'accord qu'a priori, c'est pas une impossibilité de les accueillir. Hein, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des aménagements de cours ou d'épreuves prévus? Effectivement, voilà, c'est la réponse que vous apportez aussi. Oui, il y a les deux, effectivement. Voilà. À la fois pour la prise de notes, par exemple, il peut y avoir un ou une secrétaire, et puis pour les épreuves, bien sûr, il y a des aménagements aussi, que ce soit le temps supplémentaire, éventuellement une aide, un secrétaire, par exemple, pour écrire un écran, etc., éventuellement si besoin, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'aménagements possibles, après, selon la situation. C'est la cellule handicap qui décrit Peut-être le sujet, enfin oui, qui c'est ça. propose l'adaptation en fait, C'est exactement et ça. l'accompagnement. Autre question, est-ce que en musicologie en fait à la Sorbonne, il va pas y avoir trop de doublons justement puisqu'on a vu qu'on avait 2 autres exemples de licences qui étaient moins, je veux dire, qui arrivaient à se combiner avec le CRR et à éviter les doublons. Est-ce que là, on va pas avoir 2 cours, par exemple, d'orchestre, un à la Sorbonne et un au CRR de Paris? Oui, alors effectivement, c'est une question qui se pose. Vous faites bien de la poser. Alors en fait, oui, normalement, du coup, les étudiants sont censés, pour le cas de la pratique collective, par exemple, suivre effectivement un cours dans le cadre de leur licence. Alors évidemment, dans ce cas-là, on les encourage, bien entendu, à faire autre chose dans la licence que ce qu'ils font à l'extérieur. Par exemple, s'ils font de l'orchestre à l'extérieur, bah, de faire du chœur à la fac, par exemple, ou de saisir cette occasion-là pour profiter de tout ce qui est proposé, c'est-à-dire faire de la musique traditionnelle, faire du jazz, voilà, plonger dans un monde qu'ils connaissent pas et profiter de l'offre de l'université pour s'ouvrir sur autre chose, en fait. Mais bien sûr, alors après, les problèmes comme ça de doublons, on peut aussi les traiter en proposant des petits aménagements d'études, c'est-à-dire soit un étalement d'études, soit une dispense partielle pour certains cours, ou alors une dispense d'assiduité en envoyant l'étudiant tout simplement aux épreuves de fin d'année, par exemple. Il y a une petite souplesse, disons. Mais voilà, je pense, c'est aussi intéressant de profiter de cette richesse qui est, pour le coup, la Sorbonne a vraiment une carte à jouer de ce point de vue-là, parce qu'on a une telle offre de cours que c'est vraiment, enfin voilà, l'offre est pléthorique et ce serait dommage de ne pas en profiter finalement. Autre question, alors là plus spécifique, est-ce que la guitare est intégrée à l'ensemble de jazz en musicologie à la Sorbonne? Bon, Alors là, je dois avouer que je n'en question, sais strictement rien, mais je suppose qu'il y a une possibilité d'y participer, bien sûr. Ouais. question à vous Je- poser directement, éventuellement par C'est mail ça. plus Bien, tard. bien sûr, c'est ça, ouais. On Parfaitement. donnera votre adresse mail. Et une question qui est d'ailleurs générale, qu'il faut expliquer sur le fonctionnement de Parcoursup. Est-ce qu'on peut demander sur Parcoursup à rentrer une année plus tard? Et effectivement, donc ça, enfin, vous pourrez peut-être me le confirmer, mais normalement, on peut, une fois inscrit sur Parcoursup, demander une année de césure. Mais il faut s'inscrire sur Parcoursup et ensuite on demande l'année de césure tout simplement et on refera la démarche d'inscription où on a obtenu son inscription. Par contre, ça, je ne sais pas. Et puis on demande l'année de césure. J'en sais rien, je ne sais plus si quelqu'un peut nous aider. Ça va, j'avoue, je ne sais pas du tout, mais effectivement, l'année de césure, normalement, est prévue à l'issue de la terminale, donc je suppose que c'est possible. Après, concrètement, les détails administratifs, je pense que mes collègues sauront peut-être mieux que moi. Là, pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les étudiants qui demandent une année de césure s'adressent au directeur qui autorise. Et ensuite, c'est une procédure administrative. On a le cas d'une étudiante qui a demandé, là, c'est au premier semestre, une année de césure et elle a été inscrite dans le parcours au métier du son, qui est un parcours sélectif. Et donc, ça veut dire qu'on conserve en mémoire son inscription pour l'année suivante. Voilà. Donc, c'est bien une fois que la candidature est retenue. Normalement, oui. Voilà. C'est parce que du coup, on a une précision. Petite question aussi, une question sur Rouen. Est-ce qu'il y a des possibilités de transversalité entre les modules de licence métier du son et licence d'interprète?
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un mixte des deux? Alors, oui et non, c'est-à-dire que en fait, les deux parcours métier du son et interprète sont greffés sur le parcours général, c'est-à-dire qu'il y a des mutualisations d'enseignement, euh, des cours d'histoire de la musique en particulier, qui sont communs aux trois parcours. Il y a des cours de formation musicale qui sont communs entre la licence métier du son et la licence générale. Voilà, donc un étudiant qui est en métier du son et qui voudrait revenir en licence générale, ou un étudiant en licence générale qui voudrait aller en métier du son, peut à tout moment se réorienter. Mais la difficulté, c'est il y a deux parcours sélectifs, et donc le plus sélectif, c'est la licence interprète, puisqu'il faut avoir un DEM. Il faut quand même respecter les diplômes demandés à l'entrée. Donc, un étudiant de licence générale qui voudrait aller en licence interprète, il faudrait qu'il ait déjà validé son DEM entre-temps, ce qui arrive de temps en temps. Et, et par ailleurs, effectivement, s'il avait déjà validé un nombre de CTS ou des UE dans le parcours général, on lui donnerait en fait l'équivalent de ce qu'il a déjà obtenu. Voilà, donc il y a des équivalences entre les parcours lorsqu'il y a des réorientations, mais on ne peut pas faire un mix des deux. Et si je peux me permettre, si la question c'est de savoir si on peut avoir une pratique instrumentale encore assez intensive, tout en étant par exemple en métier du son, évidemment c'est possible en étant inscrit d'un côté au conservatoire et de Oui, l'autre bien côté en entendu. métier du son. J'ai personnellement des étudiants qui sont dans ce cas-là. Mm. Si la question c'était simplement ça, c'est possible. Alors à Rouen, on n'a pas de licence aménagée comme à Lyon. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, c'est pas seulement à Rouen, mais dans beaucoup de départements de musicologie, puisque nos étudiants ont la particularité, contrairement aux étudiants de lettres ou d'histoire ou de mathématiques, d'être souvent ce qu'on appelle en double cursus, c'est-à-dire qu'ils sont chez nous et en même temps, ils ont une inscription en conservatoire. Et entre les deux, il n'y a pas de consultation par rapport au planning. D'ailleurs, on n'est pas du tout sur les mêmes calendriers. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile parce qu'on a des étudiants qui vont être absents en cours parce qu'ils ont leur cours au conservatoire. Enfin, voilà, c'est toujours un peu difficile d'être sur les deux institutions. Mais évidemment, sauf pour le contrôle continu où la présence est obligatoire et normalement, il faut justifier son absence en contrôle continu. Sur les cours magistraux, eh bien, les étudiants sont libres de venir ou de ne pas venir. Je vous propose qu'on enchaîne parce que on est déjà très en retard avec Serge Saada pour la médiation culturelle. Oui, S'il peut nous présenter, alors oui. peut-être qu'ils seront moins longs Oui, je vais que faire les un peu plus court. musicologues. De toute façon, je vais faire un peu plus court pour des raisons d'ambiance générale et de timing. Bon, je vais vous présenter la licence de médiation culturelle, conception et mise en œuvre de projets culturels. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, sur la première année, c'est une formation généraliste qui est centrée sur une forte connaissance des champs artistiques et culturels, ainsi que sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils qui sont nécessaires pour la mise en place de projets culturels. Et qu'est-ce que sont voués à faire les étudiants qui suivent cette licence? C'est soit de diriger des lieux, des institutions culturelles, ou de travailler dans les collectivités, ou de participer à des manifestations culturelles, ou de créer même son propre poste dans l'action culturelle. Et sachant qu'aujourd'hui, il y a des élargissements de la médiation culturelle vers le champ du social, vers le champ de l'interculturalité. Je pense de façon assez personnelle. Moi, je m'occupe principalement je co-dirige avec Martin Lamani le parcours théâtre de la licence de médiation culturelle. Et je pense que toute médiation culturelle est vouée, dans les années qui viennent, à devenir interculturelle, ne serait-ce que pour la raison qu'il y aura 100 millions de réfugiés climatiques. Et donc, ça va nous amener chacun à élargir nos compétences dans des domaines de plus en plus vaste. Alors, la formation, elle se veut à la fois théorique, technique et professionnelle. Elle propose au départ, sur la première année, une consolidation de la culture générale, avec pas mal d'éléments de sociologie, d'histoire culturelle, d'analyse des mythes, d'histoire de l'art, etc. Et progressivement, l'étudiant va s'orienter en deuxième année sur des parcours. Mais il me semble nécessaire qu'il acquiert un certain nombre d'outils de
fondamentaux autour des statistiques, de la conduite d'enquête, de l'initiation au droit, de l'économie appliquée à la culture dans la première année, ne serait-ce que pour faire un petit état des lieux des compétences des étudiants et les aider aussi à s'orienter. J'oubliais un domaine, c'est la question de la langue vivante enseignée et la capacité aussi à aller au-delà de cette langue et d'apprendre l'anglais, en l'occurrence, qui est assez nécessaire dans le milieu culturel. Taux de réussite en L1 est d'environ 50%. Donc, on essaye de l'améliorer en faisant du suivi plus personnalisé d'étudiants. Et une fois que l'étudiant passe en deuxième année, il a à se déterminer sur quel parcours il choisit. S'il choisit l'image, l'audiovisuel ou la photographie, s'il choisit la musique, s'il choisit le théâtre, le parcours théâtre et art de la scène, s'il choisit les musées, patrimoine, exposition, s'il choisit la question du livre ou de la géopolitique et tourisme. Et il faut savoir que c'est chacun de ces parcours, mais je pense qu'il y a des éléments communs à certains parcours, c'est que chacun de ces parcours se prolonge en troisième année et donne lieu à des enseignements spécifiques. Voilà ce que j'ai à dire. Je voulais dire qu'après, si les étudiants veulent poursuivre, il y a plusieurs masters. Il y a un master de médiation création artistique, qui est un master qui est orienté aussi sur la question du projet culturel. Alors, je sais qu'on pourrait remettre en cause, moi je m'évertue dans un de mes cours à remettre en cause un peu cette notion de projet qui nous est un peu imposée partout, à savoir si on peut avoir un peu de recul. C'est-à-dire que, comme le dit dans une de ses vidéos Franck Lepage, il faudrait que les étudiants aient aussi un projet de vie plutôt que de vivre leur vie à certains moments, et chacun d'entre nous, nous savons à quel point ils ont souffert ces derniers temps. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se dire qu'on prend de la distance aussi à certains moments par rapport à cette notion. Il y a un master de géopolitique de l'art et de la culture, un master de tourisme culturel, un master de médiation du patrimoine et de l'exposition, un master musée et nouveaux médias, et enfin un master de médiation de la musique. Voilà. Il y a 2 autres masters de la mention industrie culturelle, master industrie créative et médiation numérique, et un master design, mode et industrie créative. Donc on recouvre un très long panel d'enseignements qui est lié au fait que la médiation culturelle est par essence pluridisciplinaire. Voilà, la question de la transversalité et des compétences transversales des étudiants est centrale pour nous. Voilà, je voulais peut-être conclure sur une petite chose, c'est dire que la médiation culturelle, contrairement à la médiation juridique ou sociale, ne cherche a priori rien à résoudre. On ne va pas se sortir d'un spectacle de Shakespeare, Richard III, en se disant ça y est, j'ai réglé mon compte avec Shakespeare, ou se dire ça y est, tout est réglé avec Picasso ou David Bowie. Voilà, c'est très fructueux pour nous que les choses ne soient pas réglées à certains moments. Là, je parle plutôt en mon nom, je ne sais pas si tous les profs partagent cela, mais ce que je veux dire, c'est que cette médiation culturelle ne sera finalement jamais totalement résolue dès l'instant où le médiateur vit un peu avec l'objectif de son retrait, c'est-à-dire qu'on n'ait peut-être plus besoin de lui à un moment, donc il travaille aussi avec cette idée qu'il pourrait se retirer et que les gens s'autonomisent totalement sur les questions d'appropriation des œuvres, les questions de discussion autour des œuvres, de liberté, de pouvoir d'agir que peuvent transmettre les œuvres, enfin toutes ces questions-là qui nous permettent au moins de restaurer un temps et un espace de délibération autour de tout ce qui se fait au niveau artistique. Voilà. Avec quand même une chose qui est intéressante, qui est amenée par les étudiants, c'est que les étudiants qu'on accueille, ce sont des personnes qui souvent ne veulent pas suivre une monomatière, ne peuvent pas faire uniquement théâtre ou uniquement cinéma ou uniquement musique. Et personnellement, moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont cette souplesse, cette diversité, justement, tout en ayant des préférences à certains moments qu'on entend très clairement, mais on sent qu'ils n'ont pas voulu se déterminer, on sent aussi qu'ils sont aussi dans la mise en place et la programmation de projets. Et donc, c'est toujours extrêmement intéressant, à travers eux, de réconcilier esthétique et citoyenneté. Voilà, ces 2 axes qui sont extrêmement une sorte d'équilibre entre les idéaux de l'éducation populaire et la possibilité de réenchanter le monde à travers un discours sur l'art, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Alors Serge, merci déjà aussi d'avoir été très concis. Je voulais juste, j'ai oublié de le dire, que vous étiez, la licence de médiation culturelle, elle est à Sorbonne Nouvelle, donc Sorbonne, l'ancienne Paris 3. Voilà, donc c'est aussi localisé sur Paris. Oui, Et, c'est la plus vieille licence de médiation culturelle qui a plus de 25 ans d'existence. oui, c'est ça, c'est vraiment en plus effectivement une pionnière et elle est quand même très intéressante. Et je voulais également, donc là, je vais sauter à nouveau dans l'Ouest et on va partir directement sur Brest avec une autre proposition qui est enfin une proposition assez spécifique, qui est la licence art, qui s'adresse à la fois aux musiciens, aux comédiens et aux musiciens et aux danseurs, je veux dire, et qui est donc proposée par l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Donc, je laisse la parole à Simon. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Loiré, enseignant responsable de première année de licence art à Brest, qui est une licence qui est toute jeune, qui a 4 ans, et dont l'enjeu était initialement de venir répondre à un besoin assez localisé, brestois, géographique, de garder des étudiants de haut niveau en art. Qui souhaitaient continuer leur pratique artistique et en même temps suivre des études supérieures. Et il manquait une proposition de ce type à la Pointe bretonne. Et c'est un peu pour ça que, entre autres, hein, que cette licence a été proposée et créée. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, le principe général, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. Donc, on rentre en postulant une spécialité, donc soit musique, danse, théâtre, art plastique, cinéma ou art de la scène, qui est disons, une discipline de spectacle vivant, qui mélange théâtre, danse et musique dans leur pratique. Et le principe est que on se retrouve avec des promotions de 70 étudiants environ, et en L1, puis ça descend un petit peu au fur et à mesure. Et l'ensemble des cours sont à l'université avec toute la promo. Et donc, les étudiants ont des cours dans tous les domaines, en esthétique plutôt avec un accent philosophique ou thématique, art et sciences, art et anthropologie, des choses comme ça. Et évidemment, des cours sur de la culture musicale, la culture chorégraphique, la culture cinématographique et tout ça. Donc, ça, ils ont tous. Et après, ils vont dans les écoles d'art partenaires pour la pratique. Donc, dans l'école supérieure d'art de Brest pour les beaux-arts, pour l'art plastique, une association qui s'appelle TFIM pour le cinéma, et au conservatoire pour art de la scène, danse et du coup musique. Et à ce moment-là, les étudiants qui sont spécialité musique, c'est ce qui nous occupe ce soir, sont intégrés dans les classes de leurs instruments ou de leur spécialité de style en fonction de leur niveau et de leurs attentes et de comment le conservatoire peut les placer aux endroits qui sont plus intéressants pour eux. Et du coup, nous, on nourrit, nous enseignants de la licence, des liens étroits avec à la fois la direction pédagogique du conservatoire, mais aussi les professeurs, les enseignants directement de musique et des autres disciplines, pour essayer de créer des liens permanents entre ce qu'on propose à l'université et ce qui est fait au conservatoire. Sachant que du coup, le cursus musical ressemble très fortement à un cursus musical assez habituel qu'on pourrait faire dans un conservatoire, mais que du coup, les étudiants suivent en parallèle les cours de l'université. Ce qui fait des grosses semaines, clairement. C'est une licence qui est assez demandeuse en temps et en implication personnelle. On demande, bon, disons qu'il y a 40% de pratique, je dirais, en tout, pour 60% de théorie, si je prends une semaine classique d'étudiants. Alors, ça va dépendre suivant les spécialités, suivant les niveaux aussi des étudiants. C'est pas pareil si on est en DEM que si on est en second cycle, bien sûr. On a une partie de la pratique qui est faite au sein de la licence, au sein de l'université, encadrée par les enseignants, comme moi, par exemple. On est plusieurs à être praticiens. Moi, je suis musicien moi-même, et des collègues plasticiens qui font le théâtre. Enfin, on essaie d'avoir des enseignants qui soient à la fois chercheurs et professeurs de l'université et praticiens pour accompagner au mieux les étudiants là-dessus. Il n'y a pas tant de pratiques qui soient pluridisciplinaires au sens où on imposerait aux étudiants de pratiquer une autre spécialité que la leur. En revanche, ils ont la possibilité de le faire. Ils peuvent, dans le cadre de ce qu'on propose, notamment au sein de la fac, pratiquer d'autres choses sans qu'ils aient de cours techniques spécifiques. Tout ce qui est de l'ordre de la technique et de la pratique plus spécialisée, donc par spécialité, se fait dans les écoles d'art.
avec des ponts potentiels au fur et à mesure de la licence, mais c'est de moins en moins possible quand on avance, puisque on se spécialise, on progresse, et évidemment, c'est plus dur de changer. Et puis, c'est pas forcément non plus l'objectif. Le recrutement est de plus en plus serré, il est sélectif. On a quand même pas mal de demandes. Donc, c'est en plus un dossier assez conséquent qu'on demande. Il y a 16 places en musique, ce qui est la plus grosse section, parce qu'au conservatoire, c'est plus facile d'intégrer les étudiants dans les cours individuels de musique, notamment dans les grands ce qui est moins évident dans d'autres spécialités. Donc, il y a un dossier Parcoursup habituel et qui demande aussi à être assez développé quand même. Et pour nous, c'est un enjeu important dans la sélection. Et on demande des vidéos avec une qualité sonore plutôt bonne, le mieux possible du moins, avec des exercices alors, exercice, j'essaie de donner des notions larges, mais des vidéos qui montrent la capacité de l'élève à la fois à maîtriser sa pratique musicale, son instrument, son discours, et à la fois à montrer sa créativité, son engagement personnel et individuel, parce que cette licence est aussi quand même assez axée là-dessus. C'est-à-dire que il s'agirait pas de remplacer un pôle supérieur, par exemple, ou un cursus en CPES, qui sont d'ailleurs complémentaires en général, même si là, ça commence à faire des gros volumes horaires, hein, mais là, on tente cette année pour la première fois de conjuguer les deux. Mais c'est les étudiants qui sont plutôt sur un profil assez autonome et qui ont des envies de création, souvent. Pas uniquement, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plutôt ça le profil, et du coup, qui pourraient envisager quand même que dans leur pratique musicale, mais ça marcherait pour les autres spécialités, et bien d'avoir des cours d'études cinématographiques ou chorégraphiques ou de philosophie de l'art, ils sentent que ça va être quelque chose qui va être intéressant pour eux et un plus dans leur parcours de musicien. Donc, ça s'adresse vraiment à ce type d'étudiants-là. À mon titre personnel, je pense que ça serait intéressant pour tout le monde, mais d'aucuns pourraient préférer faire uniquement quelque chose. Voilà, donc c'est une licence assez large qui se veut généraliste. Et alors pour l'instant, on a globalement que 2 masters qui seront assez spécialisés et qui pourraient faire la suite d'un parcours de licence art à Brest, un master sur les musiques traditionnelles qui est en lien avec le pôle sup en région Bretagne, et un master management du spectacle vivant, donc qui s'adresse plutôt à des gens qui iraient faire de la production, de la diffusion, de la médiation dans le milieu culturel, mais donc qui n'est pas axé sur la pratique artistique. Pour le coup, on passe vraiment du côté accompagnement des artistes, soit auprès des artistes, soit auprès des structures culturelles. Pour l'instant, du coup, on renvoie quand même une bonne partie des étudiants ailleurs en France, voire à l'étranger, soit dans des écoles d'art, soit dans d'autres universités, d'autres masters. Alors, ça peut être à l'ENS, ça peut être dans des conservatoires qui ont des choses spécifiques. Voilà, ça peut être dans des choses complètement ouvertes aussi, hein. Il y a des étudiants qui vont tenter de postuler, par exemple, dans des écoles d'art plastique après être passés par chez nous, alors qu'ils faisaient de la musique avant, parce que ils ont découvert d'autres choses. Et ça, on a eu des cas comme ça. Donc, voilà, c'est plutôt ça qu'on fait. Et on est en train d'essayer de monter un master de création artistique, mais il n'est pas encore possible, pas encore ouvert, tout simplement. Donc, on espère d'ici les années qui viennent. Je m'arrête là, et puis s'il y a des questions, peut-être que je pourrais y répondre. Alors peut-être comme question, j'avais une question qui restait sur les licences de musicologie, mais qui pourrait aussi s'appliquer à la licence notamment d'art, qui est quelle est la part d'apprentissage qui concerne le corps musicien et la pédagogie de prévention des blessures pour les musiciens. On est bien sur la question. Là, pour Rouen et la licence interprète, en tout cas, Clément, tu peux peut-être en parler parce qu'il y a des cours, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la prise de conscience corporelle sur scène. Voilà, peut-être je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a une formation, une partie de la formation qui est consacrée à ça en licence interprète. Pour ce qui est la prévention des blessures, je ne sais pas trop. Je ne crois pas qu'il y ait un cours là-dessus avant, en tout cas. Je pense que ça a aussi à voir à la fois pour la personne elle-même, c'est-à-dire la prévention, l'autoprévention, mais aussi dans le cadre d'éventuels futurs enseignants
tout ce qui va toucher à comment prendre en compte cette dimension-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la prise de conscience déjà que le musicien utilise son corps pour jouer, ce qui n'est pas toujours une première évidence. Mais oui, on joue avec son corps. Clément a su la question. Je veux bien, essayer de répondre pour la licence, ça va être facile, puisque pour le coup, nous, on est hyper faible sur la question. On n'est pas très axé ni sur la pédagogie d'une part, ça pourrait être considéré comme un manque, mais c'est en discussion. Et au sein de l'université, on n'a pas d'éléments spécifiques sur cette question-là. Peut-être au sein du conservatoire, mais là, je ne serais pas capable d'y répondre pour le moment. Mais au conservatoire, oui, je crois que dans les licences, enfin, j'ai pas le détail en tête, tous les détails, mais il me semble qu'il y a des enseignements en partenariat avec la classe de théâtre, par exemple, hein, pour apprendre aux musiciens à comment bien se tenir ou mal se tenir sur scène. Et donc, le musicien et son corps avec son instrument, donc ça, c'est une dimension enseignée dans le cadre de la licence interprète. Mais voilà, Clément nous rejoint, peut-être que, je ne sais pas si tu nous entends, Clément. Alors, je suis désolé, j'ai un problème, je viens tout juste de me retrouver. Il y a 3 minutes. La question, elle était une question qui est importante. Je pourrais presque vous donner presque tous une réponse, en fait. Hein. Mais effectivement, cette prise en compte du fait que le musicien utilise son corps pour jouer et que donc il y a une vraie question de prévention du risque physique et donc aussi tout un apprentissage du corps musicien et de prévention des blessures. Et cette question-là, elle est assez peu traitée dans les conservatoires de manière générale, malheureusement, encore trop peu traitée. Et elle est trop peu traitée en formation. Mais donc la question, elle s'adressait sur est-ce qu'il y a dans vos licences un module quand même qui essaye d'approcher ces questions-là? Pour ce qui est de la licence Aron, oui, en partie, puisque quand ils prennent des cours de sensibilisation à l'espace scénique, au corps et à leur propre corps avec les élèves, en fait, avec les profs danseurs, en fait, ils sont accompagnés par les élèves, excusez-moi, ils sont accompagnés par tout le département de danse, en fait, pour ces cours-là. Alors, évidemment, on souhaiterait pouvoir leur proposer ça toutes les semaines, toute l'année. Sur les 3 ans, c'est pas possible. Donc, c'est surtout les premières années, c'est sous forme de modules. Mais tout à l'heure, on parlait de CPES et je sais qu'au conservatoire et Johan, on travaille vachement dans ce sens. On essaie de faire profiter d'un maximum de choses, un maximum de monde. Et c'est des choses qui sont très présentes en fait dans les cycles préparatoires à l'enseignement supérieur. Il y a par exemple des étudiants de l'école d'ostéopathie qui viennent intervenir au conservatoire, de sophrologie, ce genre de choses. Donc, on compte bien, surtout qu'en plus, on parle entre 10 et 15, 20 étudiants par an. Donc, c'est tout à fait possible pour nous de faire profiter de ces enseignements-là aux étudiants qui sont en licence. Ce qui est une bonne idée. Effectivement, vous avez un de vos élèves qui le signale. Mais c'est assez exceptionnel, je vous le dis aussi, malheureusement. Trop exceptionnel. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas. Donc, on avait une question que je vais vous poser maintenant, qui est peut-être plus compliquée parce qu'elle est très spécifique, de quelqu'un qui serait dans une démarche de formation professionnelle et professionnalisante sur une licence pour aller enseigner dans des structures associatives, par exemple, ou travailler sur des animations autour de la musique, et qui pose la question, est-ce qu'une licence de musicologie, justement, peut lui permettre de s'orienter vers ce type de proposition? Est-ce qu'il y a d'autres formations qui pourraient être plus adaptées? J'en sais rien. Je pense que pour moi, la meilleure solution de ça, c'est pas de se diriger vers le DUMI ou de se rapprocher des CFEDEM. Je pense que ça reste des formations qui sont au niveau pédagogie beaucoup plus centrées autour de ça et ils sont ultra compétents pour ça depuis très longtemps. D'ailleurs,
à Rouen, il y a la première année en fait de DE se passe à l'université depuis 2 ans maintenant pour répondre aux exigences des maquettes. Voilà, ils font une première année en licence avant d'intégrer réellement le cycle DE. Oui, et on avait les CFMI qui étaient présents la semaine dernière et qui ont bien expliqué qu'aussi on rentrait de toute façon en DUMI, enfin en CFMI, qu'après au moins une première année de licence. Donc, on peut avoir fait une licence de musicologie, on peut avoir fait enfin, je veux dire, une licence de médiation, ce qui pourrait être d'ailleurs tout aussi intéressant avant de s'orienter vers une licence, enfin, un diplôme universitaire de musicien intervenant. Donc, écoutez, je vois qu'on arrive à 20h05. On va essayer de pas prolonger, on va vous libérer, on va vous remercier tous. Je vous propose qu'on indique éventuellement des adresses mail sur la page en même temps que le replay pour qu'éventuellement ils puissent vous poser des questions et vous nous donnerez des adresses mail si vous avez des adresses mail génériques plus tard et comme ça on pourra indiquer au public toutes vos coordonnées de manière à ce qu'ils puissent vous poser des questions en direct plus spécifiques s'ils en ont besoin. Et merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Salut Clément.